Radio Galère 88.4, votre radio, vous savez, consacrée à l'actualité, 8h46 sur les ondes de Radio Galère. Et on est toujours évidemment en direct pour le dossier spécial élection municipale. Vous en avez eu l'habitude évidemment sur les ondes de Galère avant le Covid. Évidemment, on avait eu l'occasion déjà de recevoir Monsieur Amaro. On s'était promis de le recevoir pour l'entre-deux tours. En fonction des résultats, les résultats ont tenu leurs promesses et M. Amaro et sa colistière ont tenu également les leurs. Ils sont avec nous sur les ondes de Radio Galère pendant près de 40 minutes pour nous parler du deuxième tour. On rappelle qu'on est à 10 jours du second tour des élections municipales. Il a été validé officiellement dimanche soir par Emmanuel Macron, mais depuis une semaine, depuis 15 jours même, on avait acté cette date-là. Emmanuel Macron l'a confirmé lors de son allocution télévisée dimanche soir. Elles auront lieu le dimanche 28 juin, avec évidemment un protocole sanitaire à respecter, notamment sur la distanciation sociale. D'ailleurs, on le fait également. Et les masques, Anthony, ne les oublions pas. Je t'ai pas entendu, mon cher question. Ah, tu m'as coupé. Non, je t'en prie. Non, je disais, n'oublions pas les masques aussi. N'oublions pas les masques et le gel hydroalcoolique. Voilà, tout à fait. On va vous saluer. Bonjour, monsieur Amaro, et bonjour, madame Reynaud-Fioril. Bonjour, et encore merci pour cette invitation. Les promesses, comme vous l'avez dit, ont été tenues des deux côtés. Merci beaucoup. Exactement. Bonjour madame. Aussi, je vous remercie de votre accueil. Mais avec grand plaisir. Voilà, donc on va évoquer avec vous, évidemment, Ensemble pour les peines Mirabeau. C'est votre litre, votre mouvement qui a pris de l'ampleur. Vous êtes évidemment candidat LR, Romain Amaro. On va faire un petit topo sur vous, sur votre ADN politique, et puis on va rentrer dans le vif du sujet, notamment sur le bilan du premier tour, les alliances. Certains sont peut-être inquiets ou certains sont extrêmement enthousiastes à l'idée de différentes d'alliances, fusions. On parlera du communiqué de presse d'Europe Écologie Les Verts aux peines Mirabeau. Un petit mot, monsieur Amaro, j'aurais pu vous faire la présentation, mais je trouve que c'est plus intéressant quand c'est la vôtre. Rapidement, comment on peut vous définir politiquement? Et puis, j'ai envie de dire, au niveau des projections, vous êtes jeune, vous avez déjà du vécu politique, puisque vous étiez déjà présent lors des élections de 2014, monsieur Amaro. Je pense que ce qu'on pourrait dire de moi, c'est que je suis quelqu'un de très engagé. Depuis tout jeune, je participe à de nombreuses activités, qu'elles soient associatives ou dans le cadre, par exemple, de la gendarmerie, de la réserve de gendarmerie. Donc, je suis quelqu'un de très engagé. Tout à fait, vous étiez réservé jusqu'en 2008, on le rappelle. Exactement. Je suis présent constamment au sein du conseil municipal et je suis très actif sur la commune depuis le début de mon mandat, donc depuis 2014. Je suis quelqu'un de sincère. Quand je dis quelque chose, je le dis. Je maintiens des positions, je maintiens et j'affirme certaines décisions. En tout cas, je me retranche pas derrière des fausses promesses. Donc ça, je reste quelqu'un de très sincère. Quand je dis quelque chose, je le fais. Et quand je ne partage pas un point de vue, je le dis aussi et je ne m'en cache pas. Je suis quelqu'un de très pugnace. Ça fait partie, je pense, de mes forces. Quand il y a un combat à mener, je le mène jusqu'au bout et surtout quand il est pour l'intérêt collectif. Et quelqu'un de compétent aussi. J'apprends énormément, j'apprends très vite. Et je pense que ça fait partie aussi de mes compétences, cette capacité à m'entourer de personnes qui me permettent de grandir très très vite. Et en tout cas, c'est ce que j'essaye de montrer à la population depuis 2014. Exactement, on rappelle que vous étiez déjà venu donc à l'aube du premier tour sur les ondes de Galère. On avait parlé de votre parcours, de votre projet, de votre ADN politique, les Républicains. Est-ce qu'on peut désormais évoquer, alors on aura l'occasion de parler évidemment de l'opposition avec le maire, ou en tout cas, j'allais dire, Michel Amiel est le maire, mais c'est Madame Slissa qui a pris cette responsabilité pendant plusieurs années. Comment peut-on envisager ce second tour ? Est-ce qu'on doit occulter le premier tour? Comment vous percevez, en tout cas vous, Romain Amaro, le premier tour? J'ai déjà des questions, donc je vous les poserai, des auditeurs qui réagissent déjà, donc c'est très bien. On va laisser un petit peu le temps de rentrer dans le dossier, parce que le dossier est extrêmement intéressant et extrêmement profond. Voilà. Ce qui est certain, c'est que le premier tour, sans revenir sur le passé, mais s'est déroulé dans un contexte que tout le monde a connu, même si certains commencent à l'oublier, ce qui est bon signe, parce que l'être humain oublie très très vite, donc ça nous permet de re-rentrer dans un quotidien, mais le premier tour a eu lieu quand même dans un contexte particulier. Néanmoins,
points. Il matérialise plusieurs choses. Il matérialise un essoufflement très très fort de la municipalité sortante dû à un bilan. Tout à l'heure, je vous parlais de promesses et de sincérité. Aujourd'hui, on a un bilan sortant qui est de 80% de promesses non réalisées. Donc on sent que la majorité sortante s'essouffle. Ça se matérialise par les résultats du premier tour. Plus de 25 ans, on le rappelle, à la tête de la commune. Pardon, excusez-moi. Plus de 25 ans à la tête de la commune. Exactement, plus de 25 ans. Et on est, nous, en tout cas, sur le projet Ensemble pour les peines, dans un contexte où le nombre de voix baisse pour la municipalité sortante, où le pourcentage baisse aussi pour d'autres candidats. En tout cas, on sent ce côté rassemblement et cette volonté de se retrouver autour d'un projet porteur qui est celui d'Ensemble pour les peines Mirabeau, puisque je vous le rappelle qu'on a explosé nos résultats sur le premier tour. Donc c'est très bon signe. Nous n'arrivons qu'à seulement 900 voix derrière le premier, et on espère en tout cas que cette poursuite de rassemblement se poursuive au second tour, et en tout cas c'est la dynamique qui est... D'écart pour une abstention qui est autour de 17 000 voix, donc au final tout est possible, tout est réalisable. Mais c'est très largement possible, c'est pour la première fois depuis... J'allais dire, effectivement, vous pouvez. J'allais dire. Ce que je voulais préciser, c'est que c'est la première fois depuis 1977 que le premier Nous n'étions tour pas nés, désolé, pour certains, je ne parle pas pour Pardon ? J'ai dit nous n'étions pas nés, nous, en 77, pour certains. Moi, oui. Mais c'est la première fois que le maire des Pennes Mirabeau n'est pas élu au premier tour. Et donc là, c'est vrai que c'est une possibilité aujourd'hui aux Pénois d'enfin choisir un changement, une autre équipe et une autre dynamique. C'est important de le rappeler. Est-ce que je vais laisser la parole à mes collègues ? Il y a pas mal de réactions aussi. On en est ravis. Monsieur Amaro, est-ce que vous êtes pleinement satisfait de ce premier tour ? Est-ce que vous espérez faire mieux ? Est-ce que vous pensez que c'est un résultat fidèle et honnête par rapport aux espoirs que mettent les Pénois en vous ? Ou vous estimez qu'au final, c'est pas suffisant et vous aurez dû peut-être être davantage ou peut-être devant Michel Amiel. Quels étaient vos... Monsieur Amaro vise la mairie, donc je pense qu'il ne doit pas être satisfait. Non, bien sûr, mais peut-être... Je ne suis pas sûr qu'il ne soit pas satisfait parce que je trouve que le score, il est historique. Mais en effet, être deuxième pour ne pas passer, même si dans 6 ans, il y a de nouvelles élections, le but, forcément, c'est d'obtenir la mairie dès la fin du mois. On est dans un contexte où, comme dans toutes les municipalités, l'électorat du sortant se mobilise au premier tour, peu importe le contexte. Et on a un électorat de la municipalité sortante qui s'est très très fortement mobilisé au premier tour. En ce qui concerne le projet Ensemble pour les peines Mirabeau, nous on a repris le porte-à-porte il y a maintenant 15 jours en respectant les conditions sanitaires, mais on parce continue qu'il était un petit peu pas trop autorisé, enfin voilà, et finalement tant que les personnes après sont réceptives et que nous on garde justement cette voilà. Donc on garde cette distanciation sociale là, mais au porte-à-porte les gens nous le disent. Au premier tour, nous avons eu peur, nous ne nous sommes pas déplacés, et Monsieur Amaro, voilà, on est vraiment fervent supporter du projet que vous portez depuis maintenant 6 ans, et on a eu peur de se déplacer au premier tour. Donc on a énormément d'électeurs qui vont se déplacer le 28 juin, qui ne se sont pas déplacés au premier tour pour le contexte qu'on a connu, contrairement à la municipalité sortante qui, elle, a mobilisé son électorat comme elle le mobilise depuis toutes les élections. Tout à fait. C'est important de le rappeler, c'est qu'aujourd'hui on nous parle évidemment de la distanciation sociale, mais là j'en appelle je parle pour tout le territoire hexagonal. Il y a davantage plus de sécurité à aller voter pour le deuxième tour qu'il y en avait pour le premier tour. Donc décuplez votre envie d'aller voter, peu importe pour qui vous votez, ça c'est votre droit, mais on peut aller voter, les conditions sont respectées, et le virus, même si on nous dit qu'il n'est pas derrière nous, en tout cas il n'est pas devant nous comme c'était le cas au premier tour, donc c'est important de le rappeler. Christian, oui. Oui, alors pour rappeler un petit peu, derrière vous il y a le Front National, il y a aussi les écologistes et les divers gauches. Le Front National, c'est sûr qu'il a fait pratiquement le plein de ses électeurs, des votes, puisqu'on sait que c'est des gens qui ne bougent pas, en quelque sorte, qui sont cantonnés à leur vote. Derrière, les écologistes divers gauches, c'est eux qui risquent de bouger, mais certainement aussi, il y a beaucoup d'électeurs écologistes ou divers gauches qui n'ont pas été votés au premier tour. Est-ce que vous pensez que ces personnes-là vont se reporter sur vous, sachant pertinemment que vous êtes le seul à même de pouvoir... postuler au poste de la mairie, vu votre score. Ou est-ce qu'ils vont rester fidèles aussi à l'écologie,
Tout à fait. Et à la gauche On traditionnelle. allait y venir, on parlera Là, du dans votre communiqué. question, il y a deux sujets. Il y a le sujet des partis politiques et le sujet du programme. Vous me parlez de gauche, vous me parlez de droite, vous me parlez de Rassemblement national. Ça, c'est des idées de partis politiques. Au Pen Mirabeau, l'électorat ne vote pas pour un parti politique. D'ailleurs, ça se voit puisque la municipalité sortante a changé X fois de parti et c'est pas pour autant que la municipalité a été mise en difficulté jusqu'à ce que nous proposions ce projet. Donc les gens au Pen Mirabeau, les Pénois, ne sont pas affiliés à un parti politique. Par contre, ils sont affiliés à un programme. Et c'est en ce sens, parce que tout à l'heure vous parliez de fusion, c'est en ce sens que j'ai toujours dit, et j'ai toujours maintenu une seule ligne, et je ne changerai jamais de cette ligne-là, c'est nous ne souhaitons pas de fusion avec un parti politique, qui que ce soit, mais par contre nous sommes pour l'alliance des idées. Et aujourd'hui, le projet Ensemble pour les Pen Mirabeau, il fait en sorte d'allier toutes les idées, peu importe d'où qu'elles viennent. Sur le développement durable, le projet que nous portons, il est soutenu par Europe Écologie Les Verts des Pen Mirabeau. Les personnes qui ont eu la volonté de voter pour le Rassemblement national au premier tour, moi je l'entends depuis 6 ans, s'ils votent pour ce parti-là au premier tour, c'est parce qu'ils sentent l'insécurité monter au Pen Mirabeau. La municipalité sortante a supprimé la police municipale de nuit. C'est un gros dossier, monsieur Amaro, sur la police. Vous l'avez, en tout cas, vous avez des éléments à faire valoir sur notamment cette police qui n'existe plus la nuit. Et ça, je crois qu'on est attaché à ça. Est-ce que c'est pas réducteur aussi parfois d'associer le Rassemblement national, qui est certainement loin d'être compétent et en tout cas qui ne fait pas partie des idées politiques, j'allais dire populaires, de l'associer, et d'associer la sécurité, tout simplement. Enfin, la sécurité, c'est pour tout le monde. L'Europe Écologie peut en faire, vous en faites, Michel Amiel en fait, et le RN utilise ça avec peut-être un peu trop d'insistance. C'est pour ça que c'est vous qui parlez de parti politique. Moi, je parle juste de volonté de mesure. Voilà. Moi, les Pénois, ce qu'ils me demandent, c'est de pouvoir rétablir la police municipale de nuit. Ça, on s'y engage, on va le faire. Les Pénois, ce qu'ils nous demandent, c'est de mettre en place la tolérance zéro sur les incivilités. C'est ce que nous ferons en travaillant avec nos agents de police municipale. Donc, moi, je ne suis pas dans une dynamique de parti politique. Ce que les gens attendent d'un maire, ce que les Pénois attendent d'un maire, c'est un maire qui se préoccupe de la sécurité de ses concitoyens, peu importe l'étiquette politique. Ce qu'ils attendent d'un maire, c'est de conserver l'identité du village des Pen Mirabeau, peu importe l'étiquette politique. Et ce qu'attendent les Pénois, c'est qu'un maire, lui, il se bat pour que sa ville rentre dans la transition écologique que tout le monde attend et pas de soutenir tel ou tel parti. Donc, les partis, pas de fusion. Ça, je suis clair. Par contre, on alliera toutes les bonnes idées qui feront que la ville des Pen Mirabeau sera encore meilleure demain qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui. Alors intéressant, et d'ailleurs c'est tout à votre honneur, c'est vrai du vrai courage d'appliquer ce raisonnement-là. Certains diront que c'est démago, mais j'en fais pas partie, mais certains le diront. Juste, on rappelle évidemment que c'est plus facile aujourd'hui pour un candidat de dire on défend tel ou tel parti politique, parce que le parti politique, il avait... j'ai l'impression qu'il est en train de partir en fumée, et c'est peut-être bien. On se rappelle qu'Emmanuel Macron... C'est-à-dire que plus personne ne se revendique d'un parti politique. C'est extrêmement révélateur. Voilà, mais bon, peut-être à juste titre, parce que les partis politiques... ils ont montré aussi leurs limites, en quelque sorte. Tout à fait, voilà. On se rappelle Emmanuel Macron qui a... la République En Marche a été créée... Emmanuel Macron est un exemple parfait. Complètement. Bon, après, il a cassé les partis politiques et il se veut... Alors, après, d'un point de vue municipal, ça reste totalement différent quand même. Parce que souvent, on me fait ce comparatif, on nous dit « mais alors, vous avez la même dynamique qu'Emmanuel Macron au niveau présidentiel ». Non, c'est pas du tout la même chose. On est d'accord. Moi, ce que je rappelle tout le temps, c'est qu'au niveau national, il y a des enjeux qui restent affiliés à une idéologie politique. Je prends le contexte de la crise économique. Peut-être que si nous avions eu un autre gouvernement, le gouvernement n'aurait pas pris la décision d'aider financièrement une entreprise comme Renault. Ça, c'est de l'idéologie politique. Au niveau municipal, quand vous rénovez une crèche, quand vous requalifiez des routes, quand vous construisez une école, ce n'est pas lié à une idéologie politique. Donc au Pen Mirabeau, on répond aux besoins de la population. Aux besoins, et quand nous sommes allés chercher des gens... Peu importe l'idéologie politique qu'ils avaient, au niveau national, souvent c'est un peu ce qu'a fait Nicolas Sarkozy, c'est d'essayer d'étouffer l'opposition. Quand il est allé chercher des personnes à gauche et au centre, l'ouverture, c'était pour étouffer le centre, c'était pour étouffer l'opposition. Nous, au Pen Mirabeau, les gens que nous sommes allés chercher, ils n'étaient pas représentatifs d'un quelconque parti, c'était des gens qui avaient des compétences dans un domaine, et donc on est allé chercher des compétences et on n'est pas allé dans un objectif d'étouffer l'opposition. C'est différent quand même de la mécanique nationale. Juste un point, parce qu'on a des réactions et je les lis, notamment d'un Pénois qui me dit
le programme de Michel Amiel lors de sa dernière élection n'a été réalisé à 20%, donc c'est ce qui a été évoqué. Peut-on expliquer cet état de fait pour ouvrir les yeux aux auditeurs? Pourquoi il estime que vous avez été mis à l'écart lors de la crise sanitaire? Est-ce qu'un manque d'empathie envers vous suite à l'élection? Je cite, lors du confinement, les Pénois ont été obligés, pour faire passer le temps, de nettoyer leurs propriétés. Et là, impossible d'avoir les encombrants ou l'enlèvement des mauvaises herbes. Voilà, c'est un Pénois qui réagit. Ça, c'est très particulier. Oui, voilà, mais très particulier, mais qui est quand même important, parce que vous savez que, notamment peut-être les retraités, ils sont attachés aux encombrants, ils sont attachés à l'hygiène. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que vous avez été mis à l'écart lors de la crise sanitaire par la politique en place de Michel Amiel et de Madame Slissa? Voilà, c'est une réaction d'un auditeur, donc je me permets de la retranscrire et je le remercie de nous avoir envoyé ce message accrocheur. La gestion de la crise sanitaire, elle est en lien avec effectivement les 20% de réalisés, ou plutôt les 80% de non réalisés du programme. Quand on veut travailler tout seul, il est impossible de tout réaliser tout seul. Ce que les Pénois attendent d'un maire, c'est que le maire réalise les promesses qu'il a dites, et le maire ne peut les réaliser que s'il s'entoure d'une équipe et qu'il ose aller chercher les compétences chez tout le monde, peu importe d'où qu'elles viennent. Et la difficulté qu'on rencontre sur les Pennes Mirabeau, c'est que le sénateur qui a été maire pendant quasiment 20 ans veut tout faire tout seul. Donc à un moment donné, ça ne peut pas fonctionner. Quand vous vous appuyez sur des compétences d'une seule personne, les choses ne peuvent pas être faites. Donc moi, ça, c'est un engagement que je tiens. Je parlais d'Alliance des idées tout à l'heure. Pour réaliser l'intégralité du projet que nous évoquons depuis le mois de janvier au Pénois, nous nous appuierons sur toutes les aides, du moment qu'elles soient positives pour la ville des Pennes Mirabeau, et peu importe de quel élu, de quel bénévole ou de quel Pénois l'aide viendra. Et sur la crise du Covid, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est qu'on a une municipalité qui a voulu gérer à 2, à 3, tout seul. Et quand on veut gérer tout seul une crise comme celle-ci, les choses ne peuvent pas avancer dans le bon sens et ne peuvent pas aller aussi vite que ce qu'elles devraient. Moi, je retiens une citation qu'on m'a appris dans mon premier job, c'est « seul, on va très très vite ». Alors ça, seul, vous allez très très vite. Mais si vous voulez aller très très loin, c'est ensemble qu'on peut le faire. Belle citation. Et ce que je voulais aussi préciser, c'est pendant ce temps de confinement, les membres de notre liste se sont proposés auprès du CCAS, pour faire des actions de bénévolat, et n'ont jamais été rappelés par le CCAS. Et du coup, nous avons un de nos colistiers a réalisé une démarche pour aider les pharmacies à livrer les médicaments auprès des personnes qui étaient coincées chez eux. Et donc, ils se sont rapprochés de l'ARS, de Madame Slissa en tant que maire et du président de l'association des médecins des Pennes Mirabeau. Ils n'ont eu une réponse favorable que de l'ARS, donc la pharmacie de l'ARS, qui est l'agence régionale de santé. Et dans cette dynamique-là, n'ont pas eu de réponse de Madame Slissa, ni du président de l'association des médecins des Pennes Mirabeau. Et il y a plusieurs, avec un médecin de la liste et un ancien directeur des soins infirmiers, ils ont réalisé la distribution des médicaments pour une centaine de personnes. Ils ne sont pas liés aux défaillances, ce que vous voulez dire, encore, en quelque sorte. Ce n'est pas des défaillances, c'était des... Il y a un manque de bonne volonté. C'était une volonté, en tout cas c'était une volonté de bénévolat qui n'a pas été relayée par la mairie et que nous avons pris, et que la personne en l'occurrence a pris le soin de s'associer avec l'ARS et de ce fait-là, on le diffusera aujourd'hui sur les réseaux sociaux, n'a jamais été recontacté par la mairie, alors que malgré tout, il me semblait que ça faisait partie d'une aide que la mairie aurait pu leur apporter en termes de masques et en termes de gel hydroalcoolique. Voilà. Donc il y a 3 pharmacies avec lesquelles nous avons, cette équipe-là a collaboré. C'est intéressant. Un mot, Monsieur Amaro, sur le communiqué de presse, donc on l'a évoqué un petit peu brièvement tout à l'heure, d'Europe Écologie Les Verts pour les Pennes. Votre position, vous l'avez dit préalablement, mais si vous voulez rajouter peut-être d'autres éléments sur ce communiqué de presse, Christian l'a dit, ils peuvent vous soutenir, malgré tout ils sont présents. Comment vous percevez les choses ? Alors, il reste présent parce que la candidate tête de liste a souhaité déposer dès le lundi 16 mars la liste pour éviter effectivement que la dynamique puisse s'enclencher différemment. Vous le regrettez ?
Vous le regrettez que Europe Écologie Les Verts est toujours dans la course alors qu'ils ont... ils n'auront pas de chance d'accéder à la mairie? Je ne peux pas le regretter. Je ne peux pas prôner d'un côté la libre parole et le regretter d'un autre côté. Donc, s'ils ont pris la décision de se présenter, c'est leur choix et je ne peux pas le regretter. En revanche, je suis très heureux de voir qu'aujourd'hui, sur 5 personnes d'Europe Écologie sur la commune des Pennes-Mirabeau, nous en avons 4 qui tiennent leur ligne de conduite, qui tiennent leur volonté de changement, qu'ils ont établie depuis le départ. Et en tout cas, ils tiennent la ligne qu'ils avaient émise, qui est celle de tout sauf Michel Amiel. Et en tout cas, aujourd'hui, le projet que nous sommes en train de porter est certifié par l'Europe Écologie Les Verts, qui ne souhaite plus voir les Pennes-Mirabeau être l'une des rares communes en France où nous n'avons aucun véhicule propre au sein du parc automobile de la municipalité, où nous n'avons aucun panneau solaire sur nos bâtiments publics, nous n'avons aucune mesures engagées dans le cadre de la transition écologique. Alors on voit fleurir sur les réseaux sociaux depuis quelques jours plein de propositions et plein d'idées formidables qui émanent d'autres candidats et de la municipalité sortante, mais c'est avant qu'il fallait le faire. Cette équipe-là avait 20 ans pour le faire, mais moi je suis heureux aujourd'hui qu'Europe Écologie Les Verts nous soutiennent et appellent à voter ensemble pour les Pennes-Mirabeau parce qu'ils tiennent la ligne qu'ils ont édictée depuis le départ. C'est un projet qui rentre dans le cadre de la transition écologique pour les Pennes-Mirabeau. Vous l'avez évoqué dans votre programme notamment, même si on avait évoqué les grands axes du programme et on arrive à vous identifier par rapport à votre implication et votre compétence au sein de la commune. Vous avez dit de faire évoluer les réseaux et infrastructures. Moi, je l'ai beaucoup entendu, notamment face aux embouteillages quotidiens, aux inondations récurrentes. Vous le dites, il est indispensable de faire évoluer nos réseaux routiers et nos réseaux humides. Par quels moyens? Comment on peut réussir un projet qui, à mon sens, est extrêmement important, mais extrêmement difficile, parce que depuis des années, rien n'a été fait. Il y a deux choses à travailler en parallèle. La première, c'est absolument déjà d'engager une révision des délibérations et des projets qui ont été votés il y a maintenant 3 ans, qui normalement devraient porter le nombre d'habitants sur la commune des Pennes-Mirabeau à 26 500 sur les 10 ans qui viennent. Donc l'arrivée encore de 5 000 Pénois supplémentaires. Par un élargissement géographique ou non, c'est par du bétonnage sur nos collines, c'est par du grignotage sur la verdure, sur une commune qui est quand même aujourd'hui encore la chance de garder un poumon vert et qui malheureusement est grignotée depuis 15 ans par le béton. Donc 2800 logements supplémentaires, ce qui fait quasiment 5000 véhicules jour qui devraient arriver si nous ne revenons pas sur ce projet dans les années à venir. Donc ça, c'est le premier engagement que nous avons tenu avec l'équipe. Dès l'année 2020, nous reviendrons sur ce projet-là parce qu'il ne faut pas que la nature soit encore plus bétonnée que ce qu'elle n'a été jusqu'à présent. Ça, c'est le premier sujet. On est déjà étouffé, donc il ne faut pas en rajouter encore plus. Le deuxième point, c'est effectivement de redimensionner tous nos réseaux, les réseaux routiers qu'il va falloir travailler. Donc Joël, qui a travaillé à la CPA pendant des années, a aujourd'hui un réseau au sein de la métropole qu'on utilisera et qui nous permettra... On peut définir la communauté du Pays d'Aix. Voilà. Donc grâce à notre réseau au sein de la métropole, nous travaillerons avec la métropole sur l'amélioration de nos carrefours et de nos axes routiers, surtout sur les entrées et les sorties d'autoroutes, notamment sur le secteur de la Gavotte, où les routes en elles-mêmes ne sont pas problématiques, ce sont les entrées d'autoroutes qui posent problème, donc c'est ce qu'il va falloir travailler avec la métropole et l'État. Et sur l'autre secteur comme le nord, le secteur en nord face au secteur de la Renardière, là il va falloir retravailler nos carrefours avec la métropole. Le chemin de la Pouranque notamment, extrêmement occupé et préoccupant d'ailleurs. Et concernant les réseaux d'eau, il va falloir travailler très activement dès cette année 2020 à un redimensionnement de nos réseaux d'eau pluviale, puisque je vous le rappelle que vous avez des secteurs comme la Basse-Gavotte ou le secteur nord, Magnan-Arel, Cité-Haute et Clos de la Cadière qui sont constamment inondés à chaque pluie parce que depuis 20 ans, on construit, on bétonne fortement mais sans adapter les réseaux d'eau pluviale et on a eu malheureusement la malchance le 3 novembre 2019 d'avoir de très fortes inondations sur la commune. Donc il faut absolument revenir sur ces projets immobiliers. Les 2800 logements dont je vous parlais tout à l'heure... Ils vont être bloqués alors. Nous, en tout cas, on reviendra dessus, on le bloquera par l'intermédiaire de plusieurs mesures. Oui, exactement. En fait, on redéfinira le PPAD, en fait. Oui, voilà. Voilà, le plan de prévision. Non, mais intéressant. Juste tout à l'heure, j'ai eu une réaction et j'en profite. Donc, on parle d'écologie. Est-ce que vous irez prendre, c'est ce que me dit l'auditeur, des idées d'Europe Écologie Les Verts, puisque les Pennes-Mirabeau a besoin
d'Europe Écologie Les Verts. Alors c'est un auditeur qui est sur Vitrolles mais qui connaît les Pennes, puisque c'est à quelques petits kilomètres de la commune des Pennes-Mirabeau, et qui nous dit est-ce qu'il n'y a pas des idées réelles, mais des vraies idées vertes? Voilà, parce que parfois on surfe un peu sur la vague verte en disant on va faire un peu d'écologie, on va faire... Est-ce qu'il y a des idées que vous pouvez prôner là-dessus? Et autre chose, on m'a dit, vous l'avez dit déjà, c'est un auditeur Samy qui est fidèle à notre antenne, on avait parlé de comme quoi les Pennes-Mirabeau auraient pu être et pourraient être le 17e arrondissement de Marseille. Alors ça a été balayé par Michel Amiel et également par vous. On sait que la Gavotte est en train d'être plus ou moins urbanisée. Certains sont plutôt inquiets sur le devenir de la Gavotte. Votre avis là-dessus? Voilà, il y a 2 questions, mais comme les questions fusent, je me permets de vous les transmettre, monsieur Amaro. Sur la Gavotte, encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce qu'attendent les Pénois d'un maire, c'est qu'ils mettent en place les actes qui sont en lien avec ses propos. Et aujourd'hui, la municipalité sortante avait promis de tout mettre en œuvre pour pas que le quartier ressemble visuellement à un quartier de Marseille. Je me suis désolé malheureusement de dire que les actes ne sont pas en lien avec les propos. On a publié des photos hier. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, le dernier bâtiment en date à l'entrée de la Gavotte, c'est du 100% béton. Nous avons publié des photos. Quand vous allez sur l'esplanade de ce nouveau pôle de logement, c'est du 100% béton. Les bancs sont en béton. Il n'y a pas une seule plante, pas de végétation, pas un seul arbre qui a été planté. Et ça, ce sont des projets contre lesquels on s'insurge. Je ne suis pas contre le logement, mais il faut que le logement s'inscrive dans un projet de transition écologique et pas comme il a été fait de cette manière-là. Donc, je suis désolé, mais aujourd'hui, il va falloir qu'on rattrape le retard qui a été engagé. On va travailler d'un point de vue urbanistique et architectural dès que nous serons élus sur une requalification complète de la Gavotte. Et ce que nous voulons, c'est que visuellement, les gens se disent, nous sommes dans un quartier de Provence quand on y rentre, donc on va le retravailler visuellement par de l'accompagnement sur les aides à la rénovation de façade. On va accompagner le commerce de proximité en mettant plus de places de parking. On a par exemple émis une proposition avec 60 € de chèque cadeau, de bon d'achat pour les ménages pénois à utiliser dans le commerce de proximité de nos villages. Est-ce que vous allez faire des véhicules propres aussi Des véhicules propres sur le parc. Ça c'est très important aussi. Sur le parc municipal. Donc on va faire en sorte que la Gavotte, comme les autres villages, soient des villages de Provence. C'est quelque chose de vital pour les Pennes-Mirabeau. Et ce que je voulais dire aussi par rapport aux idées effectivement d'Europe Écologie Les Verts, c'est qu'il faut retravailler tout le maillage des transports en commun. C'est-à-dire que dans le programme, on a imaginé, et c'est là où il va falloir travailler avec la métropole qui est l'organisateur des transports, c'est-à-dire de faire des petits véhicules qui rentrent dans les villages et dans les quartiers, dans les résidences, pour les ramener sur la départementale, mais pas faire en sorte que les gros véhicules qui sont polluants et qui font du bruit... Ouais, polluants et bruyants. Et bruyants, parce qu'il y a rentrent le dans les résidences. Et là, on a un vrai souci de compréhension et de besoin des riverains. Vous allez renouveler le parc automobile de la ville, de la métropole. Vous avez les moyens. Par rapport à ce que dit Joël, c'est l'analyse des besoins. En tout cas, il y a une demande. C'est un maillage qu'il faut réaliser de manière, parce que notre commune est une commune très étendue, avec des petits quartiers, et c'est là-dessus qu'il faut travailler, avec des pistes cyclables, de manière à regrouper... Vous augmentez les pistes cyclables? Ah ben oui, c'est important de le dire, parce que le vélo est en poupe. Pour rassembler les personnes qui veulent utiliser les transports en commun, qui se dirigent soit sur Aix, soit sur Marseille, il faut permettre à chaque habitant de redescendre sur les grands artères. Pour faire le lien avec ce que disait Joël et la pugnacité de tout à l'heure, il y a 2 choses. Il y a le parc automobile propre d'un point de vue municipal, et ça c'est noté dans le programme, on le fera sur notre mandat, et il y a le parc métropolitain, et ça fait le lien avec la pugnacité. Nous ne lâcherons pas la métropole tant que nous n'aurons pas obtenu ce que les Pénois souhaitent, c'est-à-dire des véhicules propres, petits, qui rentrent dans les quartiers, comme le disait Joël. C'est une promesse que vous faites. C'est une promesse. Nous ne lâcherons pas la métropole sur ce sujet, parce que c'est ce que souhaitent les habitants. Parfait. On va rapidement parler évidemment des accusations de Michel Amiel, des fake news. On ne va pas en faire un grand étalage, mais on va en parler. Et juste après, on parlera de la gestion de l'école par la commune des Pennes-Mirabeau, votre ressenti à cet égard. Les vacances apprenantes. Voilà, les vacances apprenantes peut-être, mais surtout ce qui a été réalisé du 16 mars jusqu'à aujourd'hui. Et puis le 22 juin est
j'allais dire, une directive nationale, mais comment s'est positionnée la mairie et quel est votre avis là-dessus? Voilà, un mot sur les fake news et les accusations, ça a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux. On peut faire un petit topo avec vous, monsieur Amaro, notamment sur ce que vous accuse Michel Amiel. Bah écoutez, c'est vrai qu'en ce moment, sur les réseaux sociaux, on voit fleurir toutes sortes de messages. On sent que la campagne est repartie et j'étais vraiment très heureux que cette campagne reparte parce que je suis un homme de débat. J'aime beaucoup débattre, j'aime beaucoup échanger, que ce soit avec la population ou des gens qui n'ont pas les mêmes idées que moi, parce que des fois, ça vous renforce dans vos idées ou au contraire, ça vous incite à modifier un a priori que vous aviez. Donc, je suis un homme de dialogue et de débat et j'espérais de cette campagne qu'elle soit pleine de dialogue et de débat. Et ben là, je fais face à une très grosse problématique, c'est qu'on a une majorité sortante qui n'arrive pas à dialoguer face à des projets et des idées différentes. Et qui a refusé, on le rappelle, une interview qui est organisée par l'association Bien Vivre Open, dont le président, alors évidemment, on nous dit que c'est le président Marie de la deuxième tête de la liste de M. Amaro, qui est à l'origine de plusieurs pétitions contre mon projet pour la Gavotte. Voilà ce que dit Michel Amiel sur son réseau social. Il y a eu plusieurs débats de proposés. Il y a eu des débats que nous avions proposés aux 3 autres candidats avant le premier tour. Nous aussi également, je tiens à le signaler, Radio Galère, on avait invité l'équipe de Mme Slissa et Michel Amiel. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de regret pour un autre sujet. Là, oui, j'ai un gros regret. Le regret que j'ai aujourd'hui, c'est de ne pas pouvoir échanger et dialoguer sur des idées, sur des opinions, sur des projets avec la municipalité sortante. Aujourd'hui, nous faisons face à ce que je vis depuis 6 ans. À chaque fois que vous amenez une opinion différente, une idée qui diverge, c'est pas une critique, c'est pas une attaque, c'est une opinion différente. Oui. Je parlais tout à l'heure de la Gavotte. Aujourd'hui, vous avez une municipalité qui dit « Nous supprimons des places de parking devant les commerces parce que je pense que les gens doivent marcher pour aller acheter leur pain. » C'est une idée. C'est pas une idée que je partage. Pour moi, aujourd'hui, pour sauver le commerce de proximité, il faut que les places de parking se trouvent directement très très proches du commerce de proximité. Attention, c'est pas vraiment écologique ce que vous dites. Après, on peut se déplacer avec son véhicule, mais on peut aussi créer des pistes cyclables pour ceux qui peuvent utiliser. Pour des petites distances, aller chercher son pain, prendre son véhicule, ça peut. Oui, mais c'est ridicule, non? C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est qu'aujourd'hui, on peut pas dire aux gens, il faut marcher et pas prendre sa voiture, sauf qu'il n'existe pas de trottoir dans la plupart des quartiers et villages de notre commune. Il faut construire des trottoirs. Mais il y a tout à faire. Je vous donne un exemple aujourd'hui. Quand vous avez le secteur des Barnouins à qui on dit aux personnes, il faut marcher ou prendre le vélo pour aller dans le village, parce que vous ne pourrez pas vous y garer. On le rappelle, monsieur Amaro, les Barnouins, c'est une colline, d'ailleurs, c'est extrêmement sympa, mais c'est une grande colline sur plusieurs kilomètres. Et en effet, le premier commerce, il est peut-être, pour celui qui est au fond des Barnouins, il doit faire peut-être 10 minutes en voiture pour aller prendre son pain. À pied, il mettrait 1 heure. Donc forcément, c'est pas accessible. Une heure en marchant sur la route à côté des véhicules sur une départementale. Donc la commune des Pennes Mirabeau, elle est sur cette configuration-là aujourd'hui. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que nous puissions débattre sur des idées différentes. Et aujourd'hui, quand on amène une idée différente, nous avons une réaction de la municipalité sortante qui est de l'attaque personnelle. Enfin, j'ai vu fleurir sur les réseaux sociaux des messages de la part d'un sénateur critiquant mes parents, allant à attaquer jusqu'à des pseudo-parents de substitution, mais je trouve ces propos indigne. Et quand je vois ou j'entends certains Pénois dire « nous sommes dans une cour d'école », ils ont raison. Je mets au défi n'importe quel Pénois de trouver une attaque personnelle que j'ai pu dire, que n'importe quel message. Je souhaite rester sur un débat d'idées et je trouve dommage qu'on ait un sénateur qui tire vers le niveau de cour d'école. Transition toute faite. Pardon, Madame Reynaud, juste, on va parler de l'école et je vous laisserai la parole juste après, évidemment, parce qu'il nous reste 6 minutes, le temps passe à une allure folle, et puis le temps nous est compté, puisqu'on enchaînera tout à l'heure avec les d'économique et le professeur, Monsieur Paparonis, professeur d'économie à l'Université d'Aix-Marseille. Monsieur Amaro, un mot sur la gestion de la crise de l'école dans les Pennes Mirabeau. On peut rappeler un petit peu le nombre d'écoles concernées et puis votre avis là-dessus. Est-ce que la municipalité a bien géré cette crise-là? Mon avis se fonde sur la remontée que j'ai pu avoir de la part des parents d'élèves, des directions des écoles et de la déléguée départementale de l'éducation nationale. Donc mon avis s'est fondé après avoir discuté avec toutes ces personnes-là. Ce que j'ai souhaité pendant la crise et ce que j'ai poussé de mon côté, c'est qu'il y ait un maximum de dialogue et d'échange avec les directions de chaque école ainsi que les enseignants pour pouvoir répondre à 2 demandes, puisque nous avions 2 demandes à ce moment-là pendant la crise.
Une demande concernant les parents qui ne souhaitaient pas remettre leurs enfants par peur de la crise sanitaire, et une demande de la part de parents qui, eux, souhaitaient remettre leurs enfants puisque l'activité économique était en train de reprendre. Et ce que j'aurais aimé, et en tout cas c'est ce que j'aurais fait, c'est ce que j'ai poussé pendant la crise, c'est que la municipalité enclenche un dialogue très rapidement, et c'est ce qu'ont fait de nombreuses communes, comme Salon de Provence par exemple, ont enclenché un dialogue immédiat avec le corps enseignant et les directions pour pouvoir répondre à ces demandes-là. Comment ça s'est passé là justement? Est-ce que les écoles ont été ouvertes? Est-ce que les écoles plus ou moins sont restées fermées par rapport à la demande de certains et à la crainte d'autres? Nous avons vécu plusieurs étapes. La première étape, ça a été la fermeture totale des groupes scolaires, sans la moindre... C'était une erreur pour vous, ça? Ça a été une erreur dans le sens où déjà les directions et les enseignants n'ont pas pu donner leurs mots et ont appris cette fermeture totale par les réseaux sociaux. Donc les directeurs d'école et les enseignants ont appris... Par les parents n'étaient même pas informés, c'est ça? Non, par les parents qui lisaient les réseaux sociaux. Donc encore heureux qu'ils puissent les lire. Les directions d'école n'ont pas été associées et il n'y a pas eu de réflexion en coordination avec l'équipe enseignante. Le soir pour le lendemain Exactement, le soir pour le lendemain. Et ensuite, pareil, on a vécu une deuxième étape parce que la fronde a été menée par les parents d'élèves. La municipalité est cette fois-ci rentrée dans une ouverture un petit peu plus poussée des écoles avec l'ouverture des classes de grande section de maternelle, de CP et de CM2. Et pareil, nous avons vécu un épisode assez surprenant où les directions des écoles et les enseignants ont appris encore, là aussi par les réseaux sociaux, l'ouverture de ces classes-là avec zéro concertation. Les parents d'élèves délégués ont été consultés par la municipalité pour leur exposer le projet de réouverture. Et pareil, les enseignants et les directeurs ont appris par les parents d'élèves ce rendez-vous et ce moment d'échange. Donc on a vécu un moment totalement contre-productif de non-dialogue, et c'est en ce sens que nous, au contraire, nous aurions porté... Ça ne se passera pas comme ça avec vous. Non, totalement. Le dialogue va être là, où tout le monde sera informé, ils n'auront pas besoin d'aller sur des réseaux sociaux pour savoir les choses. On le prouve encore. C'est ensemble que nous travaillerons. Ensemble pour les Pen Mirabeau. Renaud, vous souhaitez intervenir ou compléter peut-être un propos, et puis il nous restera 2 minutes pour parler évidemment du 28 juin et de vos derniers mots que vous avez à transmettre à nos auditeurs et auditrices. Oui, je souhaitais juste préciser que dans le cadre des aménagements et des projets du projet Gavotte, nous ne sommes pas contre l'évolution et les projets qui sont mis en place. Nous sommes dans une attitude où les riverains ne sont pas entendus sur les impacts générés par des installations où il y a plus de 600 personnes qui vont venir travailler dans un lieu et où il n'y a que 21 places de parking qui sont prévues. Donc tout ça va générer des problématiques qui ne sont pas anticipées. C'était juste de le rappeler. Ce point-là que je voulais rajouter. Vous avez bien fait. Peut-être Charles, peut-être une question à M. Amaro, une réaction peut-être. Éventuellement, oui. Est-ce que vous avez c'est une question qui me trotte dans la tête depuis tout à l'heure. C'est est-ce que vous avez un espèce d'exemple en politique locale, un exemple marseillais Attention à ce que vous allez dire. Réfléchissez bien. On a compris que c'est pas Michel Amiel. J'ai pas un exemple précis, mais en tout cas, sur Marseille, par exemple. J'ai pas un exemple précis, mais en tout cas, je vais suivre la trace des maires qui ont fait preuve d'une très grande pugnacité sur des sujets qui étaient perdus d'avance. Je vais prendre l'exemple de la métropole avec Aix-en-Provence qui s'est battu sur ce sujet-là, ou par exemple Robert Dagorne, le maire d'Aiguille, qui a quand même réussi à faire tomber le projet Leclerc, qui était un projet qui était gagné d'avance par cette grande surface-là. Et la preuve, quand vous avez un maire qui défend son village et qui se bat pour son village, les choses sont possibles. Et très localement, je souhaite qu'on retrouve l'esprit de Victor Mélan qu'on avait à l'époque sur la commune des Pen Mirabeau. Je prends un exemple. La commune des Pen Mirabeau aujourd'hui est traversée par le TGV. Donc la gare d'Aix-en-Provence qui se trouve juste à côté. Si Victor Mélan n'avait pas été présent à l'époque, le TGV se couperait la municipalité de manière aérienne. Et c'est grâce à la pugnacité de Victor Mélan à l'époque, qui avait justement rassemblé toutes les forces, rassemblé la population. Il a sauvé les Pennes. Il a sauvé les Pennes Mirabeau, et c'est comme ça que le TGV a été enterré, puisque nous avons eu un maire qui s'est battu jusqu'au bout contre l'État pour faire enterrer le TGV. Donc oui, je veux suivre cet exemple de pugnacité. On retiendra Victor Mélan. On parle des réseaux sociaux. Est-ce qu'on a parlé aussi de fracture numérique par rapport justement à l'enseignement? Où en est les Pen Mirabeau à ce niveau-là? Est-ce que tout le monde peut capter parfaitement Internet? Est-ce qu'il y a des déficits à ce niveau-là? Est-ce que justement les familles aussi, il n'y a pas eu cette problématique qui fait qu'il y a eu du décrochage scolaire en nombre?
un petit point là-dessus. Et qu'est-ce que vous allez faire si, justement, pour pallier à ces conséquences, s'il y a lieu? Alors, travaillant dans les réseaux de télécommunications, donc voilà, là, c'est un professionnel. C'est un domaine qui me concerne encore plus particulièrement. Oui, la fracture numérique existe encore au Pen Mirabeau, surtout que nous avons de nombreux foyers qui aujourd'hui ne bénéficient pas encore de la fibre et sont sur des lieux très reculés, ne permettant pas d'accéder à Internet dans des bonnes conditions. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ça démontre encore l'incapacité de travailler ensemble par la municipalité, puisque j'étais disponible pour travailler avec la municipalité sur ces sujets. Malgré mes propositions, on ne m'a jamais sollicité. Donc là, il va falloir que dans l'équipe, nous nommions quelqu'un, c'est prévu, en tout cas, nous allons nommer un conseiller municipal qui sera chargé d'être en lien constant avec l'opérateur en charge du déploiement de la fibre sur les Pen Mirabeau. Un monsieur numérique. Ou madame numérique, attention. Donc nous, sur les Pen Mirabeau, comme toutes les villes de la CPA, c'est Orange qui est en charge du déploiement de la fibre, et nous nommerons un conseiller municipal qui sera en gros l'interface avec Orange pour déployer la fibre. Et pour cet été, si nous sommes élus, nous avons déjà travaillé sur le dossier et nous avons anticipé ce point-là. Nous allons proposer à la population des cours à distance par voie numérique pour les parents qui le souhaitent, financés par la ville. Nous nous sommes rapprochés d'une entreprise qui est en train de déployer ça, qui va proposer son projet à la métropole et à Septem. Et ça permettra, puisqu'on l'a vu, les parents ont utilisé le moyen numérique pour les cours à distance. On proposera ça à la municipalité. Ceux qui avaient les moyens. Après, le décrochage scolaire est aussi à prendre en compte et effectivement, accueillir les enfants qui n'ont pas cet accès numérique et les parents qui soutiennent derrière, il y a un travail de fond à faire effectivement. Est-ce que vous allez les aider à avoir justement l'outil numérique justement pour tous ces quelques parents, ou je ne sais pas la quantité, qui justement n'ont pu rien faire puisqu'il n'y avait pas l'école et il n'y avait pas aussi le numérique pour aider les enfants? Je pense que c'est plus une histoire d'aide physique et du présentiel et d'accompagner les familles en présence. Il faut avoir l'outil quand même à la maison pour pouvoir faire la chose. Dans les écoles, il y a des tablettes qui sont mises en place. Dans les écoles, mais quand c'est fermé, voilà, la question est là. Même si on a l'outil derrière, c'est pas l'outil qui est essentiel. Dans le cadre du décrochage scolaire, il y a vraiment un besoin d'accompagnement et de présence physique. Là. Et au-delà de la présence physique, après, il faut se baser sur ce qu'on constate sur le terrain. Aujourd'hui, il va falloir déployer une aide qui s'adapte à quasiment 100% des foyers. Et aujourd'hui, il n'y a plus un foyer quasiment sur la commune qui ne possède pas au moins un smartphone au sein de son foyer. Et l'accompagnement à distance se fera via smartphone, tablette ou PC. Donc, il n'y aura pas besoin forcément d'avoir une tablette ou un ordinateur. L'émission touche à sa fin. Merci beaucoup, Monsieur Amaro, d'être venu sur les ondes de Radio Galère. Merci beaucoup, Madame Reynaud-Fioril. Je vous laisse les 30 dernières secondes pour conclure. Évidemment, on le rappelle, les élections municipales, le 28 juin, on était donc avec Romain Amaro, candidat, je ne devrais même plus dire LR, mais ça fait partie de son ADN, mais surtout ensemble pour les Pen Mirabeau, le 28 juin, pour les élections municipales. Je vous laisse le dernier mot pour conclure. Et on va devoir rapidement enchaîner. S'il vous plaît, c'était un plaisir de vous recevoir. Aux absents. Écoutez, si vous souhaitez, qui votent pas. Si vous souhaitez que le changement s'instaure sur la commune, et si vous souhaitez que tous les projets et les bonnes idées se rassemblent sur les 6 années à venir pour développer la commune, moi j'appelle 100% des Pénois à se déplacer dans les bureaux de vote le 28 juin prochain, parce que il faut absolument que le changement s'instaure sur la commune des Pen Mirabeau. Et en tout cas, tous les engagements que nous tenons depuis le mois de janvier, nous les mettrons en place sur les 6 années du mandat à venir. Et nous n'avons que 900 voix d'écart avec le premier. Tout est possible. Et il suffit juste de se déplacer le 28 juin pour aller voter. Merci beaucoup. Un vrai plaisir de vous avoir eu. Pause musicale et puis on enchaîne avec notamment deux éléments importants, à savoir, on va parler d'université, mais on va parler des rencontres d'économique avec Claude Paraponaris, professeur d'économie à l'université Aix-Marseille, et Dany Bruet, coordinateur de la structure. Merci M. Amaro. Merci à vous. Merci. Plaisir.